ています。コニャックの街ですね。最初はコニャックの街にある教会から見ていこうと思います。今日はちょっとコニャックの街をうろうろして、明日2つにコニャックの会社の訪問ツアーに行ってこようと思います。小さいけどいい教会ですね。ぐるっとこんな感じです。ってことで見えるかな、見づらいけどシャトー・ドゥ・コニャックに来ました。中に入ります。店はやってるけど訪問はないらしいですね。見て回ったりするのはなんでだろう。場内のストアって書いてあるけどな、 Google マップのコメントには。お店はやってる。ちょっともうちょっといろいろ見てみるか。お店はこんな感じです。鎖が張ってある。今は閉まってるんだ。残念。なんだ。お店はやってるけど、あとちょっとテイスティングもできるみたいだけど、コニャックのテイスティングは明日するからな。今日はいいや。シャトー・ドゥ・コニャックはこんな感じです。シャトーって言ってもそんなお城って感じじゃないね、ここは。だね。また違う場所に散歩がてら行くか。ここだけ開いてて他が閉まってるらしいです。残念。はい、ってことでコニャック城のね、観光が訪問ができなかったので、近くにある
コニャックの美術館ミュージアムに来ました。フランソワ一世の歴史がある町ですね、コニャックは。全部は動画に撮らないですけど、こんな感じですっていうのを撮ろうと思います。こんな感じで海外以外にも土器とかね、昔の歴史を見れたりするミュージアムですね。なんだこのスフィンクスみたいなのは。コニャックミュージアムはこんな感じです。昨日と日が変わりまして、今日はコニャックの会社のビジットですね。訪問ツアーに来ました。メウココニャック、読み方間違ってたらちょっと恥ずかしいですけど、すごい広い敷地だと。住宅街に突然出てきますね。10時半からあと10分あるので、ブティックとかもね、ちょっと見ながらうろうろしてようと思います。Possédant plusieurs et nous le nommons ainsi car nous stockons ici dans notre paradis 300 fûts de 350 litres qui gardent actuellement des eaux de vie qui ont 50 ans d'âge et plus. C'est des eaux de vie qui sont en train de se bonifier lentement mais sûrement, et nous attendons qu'elles atteignent l'apogée. Et dès lors qu'elles l'atteindront, on les utilisera pour réaliser les cognacs les plus prestigieux de notre collection. Voilà pourquoi nous le nommons ainsi, le paradis. Donc,
Devant notre paradis, maintenant, intéressons-nous à la création du cognac. Pour commencer, vous devez le savoir que tous nos cognacs sont issus de raisins blancs et acides, uniquement. On utilise beaucoup de cépages, mais on en cite toujours 3, que sont Folle Blanche, Colombard, utilisé à 1-2%, car le plus utilisé, en fait, et retenez bien, c'est l'Uni Blanc. L'Uni Blanc, c'est le fameux Trebbiano italien, importé dans la région au XVIe siècle, et donc utilisé presque à 100% dans la région. Et donc renommé Uni Blanc. Donc, les vendanges des cépages, ici dans la région, sont faites en septembre, bien sûr, mais mécaniquement. Depuis les années 70, on n'utilise que des tracteurs à vendanger, qui, courant septembre, donc passeront dans les rangs. Par un système de vibration, de barres vibrantes, on fera trembler les grappes. Ça permettra de faire tomber que les raisins. Ces raisins récupérés seront ensuite pressés dans des pressoirs pneumatiques. On va les exploser pour en extraire tous les jus. Et les jus de raisin récoltés, nous allons les transformer en vin. Pour faire une vinification, c'est simple. Il suffit de placer les jus de raisin dans des cuves en inox, on ajoute des levures, mais pas de sucre, et on attend une dizaine de jours. Pour obtenir, au final, du vin blanc, titrant à 10 degrés d'alcool environ, mais ayant un fort taux d'acidité. Et par la suite, ces vins obtenus, début novembre, on va pouvoir les transformer en eau de vie, en faisant une double distillation et en utilisant des alambics charentais en cuivre martelé pour cela. Mais avant de vous parler du processus de double distillation, j'aimerais rajouter une information. Nous avons au sein de l'appellation ce que l'on nomme le BNIC. C'est le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, qui gère toute la région et impose des lois à respecter de la vigne jusqu'au verre. Eh bien, nous avons une loi, notamment concernant la distillation, qui est de distiller tous les vins que nous obtenons avant le 31 mars de l'année suivant la récolte. Et pourquoi précisément le 31 mars? Eh bien, en avril, il y a les températures qui remontent et le printemps qui arrive, du coup, tout simplement. Et en fait, dû à ces températures qui remontent, j'ai oublié de citer que les cuves en inox en fait sont situées à l'extérieur. Et la conservation des vins, qui attendent d'être distillés, se fait de par le froid de l'hiver et l'acidité des vins. Donc si justement les chaleurs arrivent avec l'hiver et il reste des vins dans certaines cuves, eh bien ça peut avoir un impact sur la qualité de conservation. Donc on évite tout cela en distillant durant l'hiver avant le 31 mars, pour que tout soit terminé avant le 31 mars. Donc vous imaginez bien, les alambics fonctionnent jour et nuit, ça ne s'arrête jamais.
mesdames, messieurs. Alors, messieurs, dames, après l'histoire, il faut de la géographie, bien évidemment. Alors, je vais pouvoir vous parler cette fois-ci de l'appellation cognac. Il faut le savoir que l'appellation a été créée en 1936 et que les crus, 6 crus différents, alors vous voici dans notre chez mezzanine où à l'étage se trouvent ces fameux tonneaux en bois qui étaient utilisés à l'époque pour réaliser la dernière étape avant d'obtenir notre cognac. En fait, c'est dans ces tonneaux que se passait le mariage des arômes. Vous savez, chacun de se doit se faire les arômes qui constituent un cognac. Ces arômes issus d'assemblage, après avoir été créés, doivent être mariés pour finaliser obtenir le cognac. Et bien le mariage de ces arômes, c'est de mettre les donc les arômes dans un de ces tonneaux, pour un VS par exemple, les arômes d'un VS, dans un de ces tonneaux et d'attendre que le mariage se fasse. Et le mariage se fait naturellement, on ne touche pas les eaux de vie, on ne remue rien, tout se fait naturellement. Donc il y a juste à attendre, pour un VS c'est 2 à 3 mois, pour un XO c'est 2 à 3 ans, et ensuite le cognac est prêt et peut-être embouteillé. Et lorsqu'on a embouteillé ici, sachez que ces tonneaux étaient reliés par des tuyaux assez de filtres. Et donc lorsque le cognac était prêt, on ouvrait les vannes, le cognac allait se filtrer, et puis ensuite on l'embouteillait même cette table. Mais sachez qu'aujourd'hui, 3 différentes liqueurs que vous pouvez consommer comme vous voulez. Alors vous avez pour commencer la whiteberry ici, la whiteberry c'est les fruits rouges. Donc des notes de framboise, de cerise. Vous avez ensuite la vanilla pour la vanille et l'expresso pour la café. Donc 3 liqueurs que vous pouvez consommer comme vous voulez, soit purs à mettre dans le frigo, dans le congélateur avant la dégustation, soit vous pouvez les mettre dans des desserts, faire des desserts avec ou faire des cocktails avec. Vous avez énormément d'options, donc c'est la créativité qui doit aller d'avant avec ces 3 liqueurs. Ensuite vous avez les cognacs très jeunes, avec l'Opale. L'Opale est le dernier en date, créé donc il y a quelques semaines, avec 41,3 degrés d'alcool, idéal pour être consommé sur place. Vous avez ensuite ici le 90 proof, cette bouteille noire renferme un cognac à 45 degrés d'alcool, idéal pour être dilué pour...はい、ということでコニャックのエキソじゃねえや、ミューコーのねツアーでした。ちょこちょこ動画を撮ってこんな感じなんか雰囲気をねちょっと伝わればいいかなと思います。ちょっとお昼ご飯とかの休憩をして午後はヘネシーのね知ってる人が一番多いかな。ヘネシーは有名度で言えば分かんないけどあれの訪問ツアーも行くのでまたそれはそれで動画をこの後撮ります。次はヘネシーの訪問ツアーに来ました。もうちょっと時間があるのでうろうろして待とうと思います。すごいね。
Ouais. Vraiment, le fleuve a permis donc l'essor commercial de Cognac à travers le commerce du sel, qu'on appelait aussi au Moyen-Âge l'or blanc. Donc, dû à des fluctuations de taxes, il était beaucoup plus intéressant de venir donc déposer le sel ici dans le port de Cognac plutôt. 船で対岸まで渡ってビジットはこっちらしいですね。Je vous invite à me suivre par ici dans la première salle. J'ai à peine 20 ans lorsque je quitte l'Irlande pour la France. Une immense soif d'aventure m'anime et je rejoins les troupes de Louis XV, alors en guerre contre l'Angleterre. De ma carrière d'officier, il me reste de profondes amitiés et la conviction que seule la paix permet à un honnête homme d'accomplir de grandes choses. Pourtant, la guerre m'a fait un cadeau d'exception en mettant sur ma route les eaux de vie charentaises. Affectée sur l'île de Ré, notre garnison a pu déguster cette liqueur des dieux, jugée supérieure à tout autre type de brandise. Cette découverte a changé ma vie, mais je n'imaginais pas qu'elle façonnerait la destinée de toute ma famille. En 1765, je fonde ma maison de négoce en Charente, puis m'installe à Cognac, lieu qui demeure le cœur de la maison Hennessy. Mon fils James naît la même année. Et j'ai la conviction qu'avec son aide, les eaux de vie fabriquées ici parviendront à séduire le monde entier. Un vent de liberté redistribue les cartes politiques et j'ai l'espoir que l'esprit des Lumières gagne la partie. J'ai tissé, grâce à mes amitiés, des réseaux de distribution solides en Irlande, en Angleterre et en France, qui permettent à notre maison de prospérer malgré les tensions politiques. Mes associés irlandais m'aident à former mon fils James au rouage du métier. Fervent partisan de l'indépendance américaine, j'ai toujours su que notre cognac aurait de nombreux amateurs dans le Nouveau Monde. En 1794, une commande colossale de 330 barriques arrive enfin de Boston. C'est la première d'une longue série qui va nous implanter durablement aux États-Unis. Les cognacs Hennessy viennent de traverser leur premier océan. Au tournant du siècle, James décide d'ériger l'excellence en principe. Seules les eaux de vie de grande qualité sont vieillies dans les meilleures barriques. James propose alors à Jean Filiou, un maître tonnelier de talent, de rejoindre la maison. Un pari réussi qui consolide les fondations du négoce et scelle l'alliance entre les familles Hennessy et Filiou. Le 1er janvier 1813, James fonde la société James Hennessy et compagnie, maison de négoce qui compte déjà parmi les plus importantes et les plus respectées de la place de Cognac. James se tourne ensuite vers l'Est et part à la conquête de la Grande Russie et de l'Inde. Les marchés s'ouvrent, les uns après les autres, et les commandes affluent. Les fils de James, qui le rejoignent aux affaires, sont les artisans de cette réussite.
En 1863, notre maison fait sa première livraison en Nouvelle-Zélande, le point le plus éloigné du globe. Moins de 100 ans après sa création, le cognac Hennesy est présent sur tous les continents. En 1865, la révolution industrielle bat son plein et Maurice Hennesy, qui représente la 4e génération de la famille, propulse la maison à la pointe de l'innovation. Son premier trait de génie, mettre le cognac en bouteille pour garantir à nos clients des eaux de vie de qualité optimum et constante. Maurice fait construire une unité d'embouteillage, considérée comme un des équipements les plus modernes de son temps. Son deuxième trait de génie, inventer une classification des cognacs. 1 étoile pour 2 ans d'âge, 2 étoiles pour 4 et 3 étoiles pour les cognacs de 6 ans. Il met aussi au point une étiquette qui reprend le symbole de la marque, le fameux bras armé, tiré des armoiries de notre famille. Le cognac en bouteille est un véritable succès. Maurice Hennesy et son maître de chai Émile Filiou, la 3e génération de la famille Filiou, ont alors une idée audacieuse, assembler de vieilles eaux de vie exceptionnelles entre elles. C'est la naissance d'Hennesy XO. Ce cognac extra old part aussitôt à la conquête du monde. À l'aube du XXe siècle, les maisons de cognac se remettent difficilement de la crise du phylloxéra. Mais, grâce au talent d'Alfred Filiou, notre maître de chai, nos cognacs ont gagné en finesse et en sophistication, nos assemblages étant de plus en plus perfectionnés. Dès la fin du XIXe siècle, James Hennesy perçoit le potentiel de la publicité. Il lance aux 4 coins du globe des campagnes d'affichage avec l'intuition que la rencontre entre la maison Hennesy et les cultures locales sera d'une infinie richesse. Aussi, encourage-t-il chaque pays à inventer un art de vivre autour de la dégustation de nos cognacs. Avec l'arrivée de la prohibition aux États-Unis, Maurice Hennesy et Raymond Filiou élaborent avec leur partenaire William Shiflin une stratégie audacieuse. Vendre le cognac pour ses vertus médicinales. À la fin de la prohibition, nos cognacs sont les premiers à être réimportés aux États-Unis. Shiflin met en scène l'événement en faisant poser Lily Pons, chanteuse lyrique réputée, sur les caisses à peine débarquées. Après ce tour de force publicitaire, Shiflin et la maison Hennesy innovent en trouvant des ambassadeurs de renom dans les milieux d'affaires, le 7e art et les sports les plus chics. Le succès est au rendez-vous. En 1947, Hennesy fait entrer le cognac dans l'ère du design. La maison révolutionne l'esthétique de sa bouteille d'XO. Une idée novatrice qui fait rapidement des émules dans le monde du cognac. La maison Hennesy, en se faisant l'écho de son temps, accompagne les évolutions de la société et de ses consommateurs. Ambassadeur de l'avènement du chic dans les années 50, de l'émancipation de la femme dès les années 60, ou cultivant avec humour le mythe du playboy dans les années 80. La collaboration entre Killian Hennesy et Maurice Filiou dans les années 70 fait de notre maison un des acteurs majeurs du monde du luxe. La création de Moet Hennesy en 1971 anticipe l'expansion des marchés au Japon, aux États-Unis ou encore en Chine. Durant plus de 250 ans, soit 8 générations, la passion, le savoir-faire et le talent de nos 2 familles, Hennesy et Filiou, ont construit l'excellence de notre maison. Riche de cette incroyable histoire, Hennesy est aujourd'hui une des marques emblématiques du groupe LVMH. Une réussite qui dépasse mes rêves les plus fous. Il me semble à 98% utilisé la plupart du temps. Notre cahier des charges en autorise d'autres, mais c'est vraiment principalement le cépage de Beaujolais. C'est un cépage italien d'ailleurs, qui est aussi utilisé pour faire du vin de table, donc dans les régions comme en Italie ou même dans le sud de la France. Ici, il est vraiment utilisé pour un vin de distillation, puisqu'il va avoir surtout un fort taux d'acidité. On verra pourquoi après c'est important. Il va aussi avoir une maturité qui est assez tardive, ce qui va nous permettre d'éviter par exemple les risques de gel de printemps, et il va être assez résistant. Alors, ici, les images qui ont été filmées, elles proviennent du vignoble Hennesy. Hennesy a son propre vignoble, c'est le domaine de la Bataille, qui est situé en Pan de Champagne, qui mesure environ 180 hectares. Et c'est ce qu'on appelle un vignoble pilote, tout simplement parce que dans ce vignoble, on va pouvoir tester de
va ensuite pouvoir partager avec nos partenaires, puisque donc ce vignoble permet de répondre à 1% de nos besoins en eau de vie. On a vraiment besoin de travailler avec des partenaires qui ont eux aussi leur propre histoire, leur propre richesse, leur propre savoir-faire. C'est vraiment tout ce partage, cette synergie qui va vraiment permettre d'avoir une bonne qualité de viticulture. Alors, comme vous le voyez ici, donc la vigne elle est travaillée tout au long de l'année. En hiver, les jours vont raccourcir, les températures vont baisser, ce qui va faire que la sève va revenir dans les pieds, donc on va être capable de tailler. Ici, on va venir les attacher. Au printemps, on va commencer à voir apparaître les premiers bourgeons. En été, les fruits commencent à mûrir, et c'est environ à la mi-septembre, ça dépend évidemment des conditions météorologiques, qu'on va avoir les vendanges. Et donc ici, on utilise les machines à vendanger depuis environ les années 1970. Ça va tout simplement nous permettre d'être plus rapide. Parce qu'une fois que le raisin est bien mûr, qu'il est vraiment à son plus haut potentiel, il va falloir être rapide pour récolter, pour éviter justement d'en perdre une grande partie. Une fois qu'on l'a récolté, on va venir le placer dans ce qu'on appelle des pressoirs pneumatiques. Donc ça va venir délicatement presser le raisin pour éviter de le détériorer. On va obtenir un mou sur notre raisin, donc le jus, on va venir le placer dans les cuves que vous voyez ici. C'est des cuves en inox et ça va être le processus de vinification. Le jus, par fermentation alcoolique, va devenir du vin blanc. Donc après ces 5 à 7 jours, on va obtenir un vin blanc sec avec un taux d'alcool assez bas, entre 9 et 10,5%. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise le cépage uni blanc. Parce qu'on préfère avoir un raisin qui va être plutôt acide plutôt que sucré, parce que c'est le sucre qui se transforme en alcool par la suite. Alors également, on n'utilise aucun conservateur dans nos vins. Aucun sulfite, ça rendrait tout simplement la distillation impossible. On va également conserver des écorces de levure inactives qu'on appelle des lits. Donc c'est absolument pas obligatoire, ça dépend de chaque maison, c'est propre à chaque maison. Et donc nous on décide de les garder parce que ça va donner vraiment beaucoup de rondeur et beaucoup de gourmandise à nos vins. Donc on fait ce qu'on appelle une distillation sur lit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Très bien. Bien justement, on va aller découvrir la double distillation derrière. Être rapide pour commencer la double distillation. Et une de nos règles de notre cahier des charges, c'est que cette campagne de double distillation, elle va durer à partir du moment où on a assez de vin jusqu'au 31 mars obligatoirement. Donc c'est une de nos règles à respecter. Et donc comme je vous l'ai dit, aucun conservateur, ce qui va conserver naturellement notre vin, ça va être les basses températures de l'automne et l'hiver, également le fort taux d'acidité dans notre raisin, et également le fait qu'on va vraiment remplir nos cuves pour éviter l'oxydation. Alors ici, vous avez devant vous une représentation d'un alambic traditionnel charentais. Il est composé de plusieurs parties. On va avoir le réchauffoir ici au centre, le chapiteau, la chaudière, et ici vous allez avoir la pipe de refroidissement avec le serpentin en cuivre à l'intérieur. Selon le cahier des charges de l'AOC, la double distillation c'est en 2 étapes et ça dure environ 24 heures. La première chose à faire, c'est de mettre notre vin, de le mélanger et de le préchauffer à 35 degrés dans le réchauffement. Il va ensuite être transféré dans la chaudière et ici il va être porté à ébullition à flamme nue jusqu'à ce que les vapeurs d'alcool viennent se stocker dans le chapiteau et passent par ce qu'on appelle poétiquement le col des cygnes. C'est les tuyaux que vous avez ici. Alors ici, donc les vapeurs viennent dans la pipe de refroidissement et au contact du froid, les vapeurs vont se retransformer en liquide. On va avoir notre premier distillat. Les premiers litres de ce premier distillat, c'est ce qu'on appelle les têtes. Elles sont très fortes en alcool, c'est environ 90%. Pour l'instant, on les met de côté. Ensuite, on va avoir le bouilli. 30% d'alcool environ. C'est la partie la plus neuve de notre première distillation. C'est vraiment ce qu'on va conserver pour la deuxième distillation. Et c'est un petit peu trop, c'est pour ça qu'on appelle ça le bouilli. Et finalement, on va avoir quelques queues, mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc pour la deuxième distillation, on va justement reprendre le bouilli qu'on a obtenu dans notre première distillation, et ça va être exactement le même processus, mais une seconde fois. Et la deuxième distillation, on appelle ça aussi la bunch chauffe. Tous les éléments de l'alambic qui sont en contact avec le liquide sont faits de cuir, sa bonne conductivité thermique et sa chauffe constante.
encore une fois, nos vapeurs d'alcool vont venir dans la pile de refroidissement. Elles vont se retransformer en liquide, c'est notre deuxième distillat. Les premiers litres, encore une fois, c'est les têtes qui rejoignent les têtes de la première distillation. Et ensuite, on va avoir vraiment le cœur de la vape chauffe. C'est l'eau de nouvelle. C'est ce que vous avez devant vous, c'est le but de toute cette double distillation. C'est environ 70% d'alcool et c'est aussi clair que nous. C'est le début de notre cognac. Ensuite, on va avoir les secondes. On va venir mettre de côté pour l'instant. Et finalement, on va avoir également quelques queues qui rejoignent les queues de la première distillation. C'est le deuxième distillat, c'est en 4 parties. Également, donc, cette campagne de double distillation, elle va être continue jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire que les alambics continuent de fonctionner. Donc, on ne va rien jeter. On va prendre les têtes et les queues et on va venir les remélanger avec le vin pour une autre double distillation. Également, on ne va pas forcément le voir ici dans l'animation. Et les secondes, également, on ne va pas les jeter, on va les remélanger cette fois-ci avec le brouillis pour la deuxième distillation. Et là aussi, ça va vraiment apporter de la rondeur et de la gourmandise à notre produit. Je n'ai pas forcément eu le temps de vous le préciser, mais ici, dans la chaudière, une fois que toutes les vapeurs d'alcool se sont évaporées, on va avoir des restes. Donc, on va avoir de l'eau, des matières organiques, ce qu'on appelle les pinasses. Ça non plus, on ne va pas les jeter, on va les envoyer à des partenaires qui sont capables de les retransformer ensuite en énergie. Donc rien les jeter, et ça va vraiment être un cycle en continu. Bon, en tout cas, je sais, c'est beaucoup d'informations, j'espère que c'était clair un minimum. Ce qu'on a vraiment ici besoin de retenir, c'est qu'une fois qu'on a obtenu notre vin, on va venir le distiller 2 fois de cette manière pour obtenir l'eau de vie que vous avez devant. C'est vraiment c'est le cœur de la double distillation, c'est l'eau de vie nouvelle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous la donner, vous allez pouvoir la sentir. Et la sentir, ça monte. Vous allez me dire si vous en pensez aussi. N'hésitez pas à vous passer des petites minutes. Bienvenue, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous rapprocher un maximum pour que tout le monde puisse se trouver dans le bureau imaginaire. Bienvenue à vos fils. C'est une œuvre qui a été créée par 2 artistes français, Olivier Cantel et Florence Dépéa. Vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais ils sont les artistes. Ça qui pue. Bienvenue, messieurs, dames, je vous invite à avancer un maximum par ici. Bon, déjà, j'espère que tout le monde a profité de l'expérience de réalité virtuelle. Bon retour à la réalité. Donc ici, on se trouve dans l'un de maturation. Ici, on va avoir que 9000 barriques en maturation. Messieurs, dames, bienvenue au paradis. C'est un projet paradis ici sur notre site. Ici, on va avoir des outils qui sont très anciennes, des outils très prestigieux, on va dire. はい、ツアーが終わってすごいなこれ。最後にお土産屋さんがあるのでここをねちらっと見てコニャックの旅は終わりにしようと思います。もうだいぶ4時半か。でもまだまあ
いい時間にもなってきたので、すごいな。いろいろ売ってんだね。でもすごい。こんな感じでお土産屋さんもいろいろあります。ということでまた明日は移動するので、また動画は撮ろうと思います。ボルドーですね、次は。ということでコニャックの旅はこんな感じにしようと思います。ありがとうございました。